Nous fêtons Noël sans toi, m'a envoyé ma mère par texto. J'ai juste hoché la tête. Plus tard, j'ai vu les photos, 21 personnes en pyjama assorties, des cadeaux partout. Mes enfants ont demandé, pourquoi n'étions-nous pas là? J'ai souri. Nous le fêterons différemment. Ce soir-là, j'ai annulé tous les paiements que je prenais en charge. Au matin, le groupe de discussion explosait. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'Annecy, en Haute-Savoie. Et ceci est l'histoire du Noël où mes parents ont décidé que mes filles et moi ne comptions pas. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu le texto « Nous fêtons Noël sans toi. J'espère que tu comprends. Bisous, maman. » Il voulait que je sache que j'étais mise à l'écart, et il se fichait de la façon dont je le prendrais. J'ai fixé l'écran, même pas choqué, juste fatigué. Les choses n'allaient plus bien entre nous depuis longtemps. Je n'ai jamais été la fille qu'il voulait. Ils m'ont élevé pour que je suive un certain chemin, l'église chaque semaine, se marier jeune, rester à la maison, vivre selon les règles. J'ai brisé chacune de ces attentes. Je suis tombée enceinte avant le mariage, j'ai élevé 2 filles seules, je me suis concentrée sur mon travail et je ne suis jamais retournée à l'église après la naissance des filles. Avec le temps, ils ont cessé de cacher leur désapprobation. Ils voulaient une version de moi que je ne pouvais pas et ne voulaient pas leur donner. Pas seulement dans ma façon de vivre, mais dans ma façon de m'intégrer à leur monde. Je ne me suis pas inscrite à leur collecte de fonds pour l'église. J'ai arrêté d'apporter des plats aux événements de la famille élargie auxquels je n'étais même plus invité. Je ne me suis pas porté volontaire pour organiser des fêtes ou garder les enfants de quelqu'un d'autre pendant qu'ils disaient que j'étais, encore en train de me chercher. J'apportais mon soutien là où ça comptait vraiment, les factures, les transports, les courses, mais je ne feignais pas l'affection. Et ça, pour eux, c'était une trahison. Alors, quand ce texto est arrivé, j'ai eu l'impression que c'était le dernier coup dans une partie dont je ne savais même pas que nous la jouions encore. Ils ne voulaient pas se disputer. Ils voulaient juste que nous partions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un sac, installé Léa et Chloé dans la voiture, et j'ai conduit jusqu'à un petit chalet près de la Clusaz. C'était calme, entouré de bois, avec un lac gelé à l'arrière et des guirlandes lumineuses sur le porche. Les filles pensaient que c'était un rêve. Nous avons fait des biscuits, allumé un feu, emballé des cadeaux achetés dans un magasin à bas prix les uns pour les autres, et fait semblant d'être dans un de ces films de Noël un peu cucu. Le matin de Noël, j'ai fait l'erreur de regarder Instagram. Ils étaient tous là, mes parents, mon frère et sa femme, leurs 3 enfants, mes cousins, mon oncle de la Côte d'Azur, qui ne vient jamais. Tous en pyjamas assortis rouge et noir, des piles de cadeaux, un thème coordonné. Ils avaient clairement engagé un photographe. J'ai compté 21 personnes. La même maison où nous avions l'habitude d'arriver avec des gratins et des cadeaux. Les mêmes personnes qui m'appelaient, famille, en face et m'ignoraient dans tous les messages de groupe. J'ai montré les photos aux filles parce que je ne voulais pas mentir. Chloé a demandé pourquoi nous n'étions pas là. Léa n'a rien demandé. Elle a juste regardé un instant et a dit, ce n'est pas grave. Nous le fêterons différemment maintenant. J'ai souri et lui ai dit qu'elle avait raison, mais à l'intérieur, je brûlais de rage. Je n'avais plus besoin de leur approbation, mais mes filles méritent d'être traitées comme de la famille. Peu importe ce que mes parents pensaient de moi, elles n'avaient pas choisi ça. Et pourtant, ce sont elles qui étaient complètement effacées. Et c'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Ce soir-là, après que les filles se sont couchées, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté toutes les factures que je payais discrètement. L'électricité et l'eau de mes parents coupées. L'assurance auto que j'avais payée 3 fois annulée. Le loyer de mon frère, pour lequel j'avais aidé 2 fois terminé. Chaque paiement automatique, chaque historique de Lydia, chaque service qu'ils avaient accepté comme si c'était l'heure du disparu. Pas de message, pas d'avertissement, juste le silence. Le lendemain matin, le groupe de discussion était un véritable cirque. Des dizaines de messages non lus, des appels manqués. Ma mère qui demandait si quelque chose n'allait pas avec l'électricité. Mon père qui disait qu'Internet ne fonctionnait pas. Mon frère qui essayait de faire comme s'il ne savait pas ce qui se passait mais qui me demandait si j'avais toujours argent de loyer en plus. Je n'ai pas répondu. Parce que s'ils allaient nous exclure de Noël comme si nous n'existions pas, ils pouvaient vivre sans tout ce que j'avais discrètement porté sur mon dos. Je n'ai répondu à aucun des messages. Je les ai juste regardés arriver, l'un après l'autre, comme des dominos qui tombent. Tous choqués, confus,
et complètement inconscients de ce qu'ils avaient réellement fait. À midi, le 26 décembre, j'avais 6 appels manqués de ma mère, 4 de mon père, et 1 de mon frère. Celui-là m'a fait rire. Il a laissé un message vocal, essayant de paraître décontracté, comme si c'était un lundi comme les autres. Salut Isabelle. Maman a dit que le courant est coupé et que l'eau ne marche pas. Papa dit quelque chose à propos d'Internet qui a été coupé. Je leur ai dit que tu t'occupais généralement de ces choses. Peut-être que ta carte a expiré ou quelque chose comme ça? Vérifie juste quand tu auras 1 minute. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'avaient toujours pas compris. Ils ne comprenaient vraiment pas qu'ils étaient allés trop loin. J'étais censé continuer à pourvoir, les factures, le soutien, le silence. Peu importe comment ils me traitaient, ils s'attendaient à ce que j'agisse comme si de rien n'était, comme si exclure mes filles et moi de la seule fête qui lie les familles était juste un simple oubli. Plus tard dans la soirée, ma mère a finalement envoyé un message direct. Nous avons remarqué que les paiements se sont arrêtés. Que se passe-t-il? Si quelque chose ne va pas, dis-le nous. Mais tu sais, c'est toujours ta responsabilité de nous aider. Nous t'avons élevé. Cette phrase, nous t'avons élevé, comme si j'étais encore une enfant dont ils attendaient quelque chose. Comme si tout ce que j'avais fait jusqu'à présent n'était pas par loyauté silencieuse, mais par obligation. Comme si c'était mon travail de financer leur vie parce que j'avais osé construire la mienne sans leur approbation. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je jouais à un jeu de vengeance, mais parce que j'en avais fini de donner ma grâce à des gens qui ne reconnaissaient sa valeur que lorsqu'elle cessait. Ce soir-là, vers 21h, j'ai reçu un texto de tante Hélène, la sœur aînée de ma mère. Elle a toujours été la discrète de la famille, celle qui ne prend pas parti, mais son message était court et honnête. Je viens de voir les photos de Noël. Je ne savais pas que toi et les filles n'étiez pas là. Je suis désolé. Est-ce que tu vas bien? Je l'ai fixé un moment. Puis je lui ai dit la vérité. Pas tout, juste la partie qui comptait. Ils avaient clairement fait savoir qu'ils ne voulaient rien de moi, sauf mon silence et mon argent. Je lui ai dit que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. Et je n'étais même plus en colère, j'étais juste fatigué. J'ai dit que Léa et Chloé avaient aussi vu ces photos. Qu'elles avaient posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. J'ai failli ne pas décrocher, mais je suis contente de l'avoir fait. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser ou de me convaincre de revenir. Elle a juste écouté. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, il pense que tu es parti à cause des photos. Mais ça a commencé bien avant ça. Je le vois maintenant. Et honnêtement, je ne te blâme pas. Mais je pense toujours que ça peut être réparé, si tu le veux. Je lui ai dit que non, parce que ce qu'ils avaient brisé n'était pas quelque chose qui pouvait être recollé avec des excuses forcées ou une invitation à dîner. Il ne s'agissait pas seulement de Noël. Il s'agissait d'années passées à me mettre de côté, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Elle a dit qu'elle comprenait mais qu'elle allait leur parler quand même. Pas pour me convaincre de changer d'avis, mais pour qu'ils finissent par comprendre. Elle a dit que Léa et Chloé ne méritaient pas d'être traités comme des dommages collatéraux dans une dispute dont elles ignoraient même l'existence. Que s'il y avait un moyen de réparer les choses, cela devait venir d'eux, pas de moi. Je n'ai rien répondu à cela, je l'ai juste remercié, et nous avons raccroché. Ce soir-là, je me suis assise près de la cheminée après que les filles se sont couchées, regardant la neige tomber à travers la grande baille vitrée du chalet. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini de jouer un rôle. Pour une fois, ce n'était pas moi qui courais après la paix. Ce n'était pas moi qui arrangeais les choses. J'étais juste assise dans le silence et je les laissais ressentir ce qu'ils avaient créé. Le groupe de discussion était toujours actif. J'ai fait défiler sans trop lire. Mon frère s'était lancé dans des absurdités passives-agressives sur le fait que certaines personnes ne comprennent pas le sens de la famille, suivi de ma cousine qui ajoutait « Elle se croit toujours meilleure que tout le monde ». J'ai continué à faire défiler jusqu'à ce que je voie le message de ma mère. Isabelle, si tu essaies de nous punir, ce n'est pas juste pour les enfants. Sois une adulte et parle. Une adulte. Venant de la femme qui avait envoyé un texto de 10 mots pour nous exclure de Noël. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis allé me coucher. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé quelque chose qui n'était pas un texto. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas quoi ressentir. C'était un mémo vocal. Et tout dans le ton était différent.
Il est apparu le 28, en milieu de matinée. Pas de texto, pas d'explication, juste une seule bulle audio de ma mère dans le groupe de discussion familiale. Comme une petite mine que je n'étais pas sûr de vouloir déclencher. Je l'ai fixée pendant 10 minutes avant d'appuyer sur lecture. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'elle dévie comme elle le faisait toujours, à ce qu'elle dise que j'avais surréagi ou mal compris, ou que cela ne concernait jamais Léa et Chloé, juste des circonstances. J'étais prête à l'entendre transformer tout cela en quelque chose d'inoffensif. Mais ce n'est pas ce qui est sorti. Elle semblait incertaine, hésitante, comme si elle l'avait enregistré plusieurs fois avant de finalement l'envoyer. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun contrôle dans sa voix, aucune performance. Elle a dit qu'elle avait de nouveau regardé les photos de Noël, et chaque fois que ses yeux parcouraient la pièce sur ces photos, tout ce qu'elle pouvait voir était l'espace où nous aurions dû être. Elle a dit qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser aux petits ornements faits main de Léa de l'année dernière, ou comment Chloé avait pleuré quand le chien avait renversé la maison en pain d'épices, et comment, d'une manière ou d'une autre, cette année, rien de tout cela ne comptait pour eux. Pas assez pour prendre des nouvelles, pas assez pour nous inviter. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Tu as toujours semblé si forte, et je pense que nous avons pris cela pour un manque de besoin. Je pensais que tu t'éloignais de nous. Je n'avais pas réalisé que c'était nous qui te repoussions. Il y a eu une pause. Et tu as fait plus pour nous que nous ne l'avons jamais admis. Financièrement, oui. Mais au-delà de ça, nous t'avons laissé porter tout le poids, et nous avons appelé ça de l'indépendance. Nous ne t'avons pas dit merci. Nous ne t'avons pas demandé comment tu allais. Nous n'avons pas été là pour toi. Et ensuite, nous avons eu le culot d'être surpris quand tu as arrêté d'être là pour nous. Elle n'a pas pleuré, mais sa voix s'est brisée une fois quand elle a prononcé le nom de Chloé. Elle me manque. Tu me manques. Et je suis désolé. C'était tout. Juste 3 minutes. Je l'ai réécouté. Puis une 3e fois. Et puis j'ai posé mon téléphone et je suis resté assise en silence, regardant par la fenêtre du chalet la neige épaisse qui recouvrait les arbres. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'avais passé des années à accumuler cette colère, à la ranger dans les coins de ma poitrine, à la garder pour quand j'aurais besoin de me protéger du prochain commentaire froid ou de la prochaine remarque désobligeante. Mais à ce moment-là, elle ne semblait pas vive. Elle semblait juste lourde. La vérité, c'est que j'avais cessé d'attendre un changement. J'avais décidé il y a longtemps qu'ils ne me verraient jamais comme plus qu'un problème qu'ils devaient justifier. Ils me toléraient au mieux, mais ils aimaient la version de moi qui restait silencieuse, arrivait à leur et payait ce qu'ils n'avaient pas envie de payer. La vraie moi, la mère fatiguée, travailleuse, compliquée qui s'était construit une vie qu'ils désapprouvaient, cette version n'a jamais eu sa place à table. Vous saurez, peut-être. Cet après-midi-là, tante Hélène a rappelé. Elle n'a pas mentionné le mémo vocal. Elle a juste dit, ton père fait les 100 pas dans le salon toute la journée. Il ne dit pas grand-chose. Il marmonne juste qu'il a tout gâché. Cela m'a surprise. Mon père ne parle jamais de ses sentiments. Il est de cette génération où les hommes ne s'excusent pas, ils deviennent juste silencieux et tondent la pelouse avec agressivité. Qu'il admette avoir eu tort, même indirectement, n'était pas quelque chose que je prenais à la légère. J'ai demandé à tante Hélène, pourquoi maintenant? Pourquoi a-t-il fallu être complètement coupé d'eux pour qu'ils réalisent soudainement ce qu'ils avaient fait? Elle a dit, parce que les gens comme eux ne changent pas tant que quelque chose ne se brise. Et tu l'as finalement brisé. Je n'ai pas répondu au mémo vocal ce soir-là. Je n'étais pas prête. Mais j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai envoyé un message dans le groupe de discussion familiale, non pas pour provoquer ou punir, juste pour être honnête. J'ai besoin d'espace. Pas seulement de Noël, de tout ça. J'ai tout soutenu pendant des années. Personne ne l'a remarqué jusqu'à ce que j'arrête. Les filles méritent mieux. Moi aussi. Personne n'a répondu au début, mais vers minuit, après que je me sois déjà mise au lit, j'ai vu une notification illuminer mon écran. C'était un texto de mon père. Pouvons-nous parler? Pas en tant que tes parents, juste en tant que 2 personnes qui se sont fait du mal et qui ne veulent plus le faire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir envers eux, une possibilité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le message de mon père est resté non lu pendant 2 jours. Non pas parce que je voulais l'ignorer, mais parce que je n'étais plus sûr de ce que je voulais de lui.
Une conversation? Des excuses? Une explication qui ne se terminerait pas par un compliment déguisé ou une leçon de morale? Il n'avait jamais été du genre à admettre ses torts. En grandissant, le silence était sa version du pardon. Comme si on n'en parlait pas, ce n'était pas arrivé. Mais quelque chose dans ce message, pouvons-nous parler? Pas en tant que tes parents, juste en tant que deux personnes qui se sont fait du mal, semblait différent. Et je voulais croire que ce n'était pas juste une tentative de limiter les dégâts parce que les factures avaient disparu. Alors, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Pas de banalité. Pas de « Salut, Isabelle ». Juste, j'ai tout gâché. Et puis il a continué. Il m'a dit la vérité. Pas une version édulcorée et propre, la vraie. Il a dit que les plans de Noël avaient été faits sans réfléchir. Que lorsque mon frère a proposé d'accueillir, ils ont accepté et ont en quelque sorte laissé les choses comme ça. Personne n'a parlé de moi. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas incluse. Ce n'était pas une décision, a-t-il dit. C'était l'absence de décision. Nous pensions que tu ne viendrais pas de toute façon, a-t-il dit. Nous pensions que tu lèverais les yeux au ciel en voyant les pyjamas assortis ou que tu dirais quelque chose de sarcastique sur les photos de famille. Et je ne voulais pas entendre ça, alors je n'ai pas insisté. Je lui ai dit que ce n'était pas une raison suffisante pour exclure Léa et Chloé. Que même s'il ne savait pas comment me parler, ces filles n'avaient rien fait de mal. Il n'a pas résisté. Il a juste dit, tu as raison. J'ai eu tort. Nous tous. Je n'étais pas préparé à ce qu'il a dit ensuite. J'ai lu le blog de Léa. Je me suis redressé. Léa a 10 ans. Son professeur les a aidés à créer un petit blog protégé par mot de passe pour s'entraîner à écrire. Elle publie de courts paragraphes sur sa journée. Parfois des poèmes, parfois de petites pensées qu'elle est trop timide pour dire à voix haute. J'ai envoyé le lien à quelques membres de la famille l'année dernière, une seule fois. Personne ne l'a jamais mentionné. J'ai supposé qu'il ne l'avait jamais ouvert, mais lui, si. Il m'a dit qu'il avait lu sa dernière publication de la veille de Noël. Elle était intitulée « Cette année, c'est juste nous ». Elle avait écrit sur la neige au chalet, le chocolat chaud, les jeux de société. Puis, tout à la fin, elle a écrit « Je ne pense pas que grand-mère et grand-père nous aiment encore. Maman dit que c'est compliqué, mais je pense que c'est juste triste. Je les aime toujours, cependant. J'espère qu'ils se souviennent de moi. » Il est resté silencieux après ça, puis il a dit qu'il avait pleuré en le lisant. « Et tu es une meilleure mère que je ne l'ai jamais reconnue, Isabelle. » Ça, je ne savais pas quoi en faire. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Pour la première fois, il a réellement posé des questions, non pas sur ce que j'avais fait ou pas fait, mais sur ce que c'était pour moi. Il voulait savoir comment je gérais tout, depuis combien de temps je couvrais les factures sans rien dire, comment j'allais, vraiment. Je lui ai dit que je ne voulais ni argent ni reconnaissance. Je voulais juste qu'il me traite comme un membre de la famille, pas comme le problème dans le coin. J'ai dit, je n'essaie pas de gagner quoi que ce soit ici. Je ne veux juste pas que mes filles grandissent en pensant qu'elles sont invisibles. Il a dit qu'il comprenait et que lui et maman voulaient faire les choses différemment. Pas seulement parler de changement, mais le montrer réellement. Puis il a demandé si nous viendrions chez eux pour le nouvel an. Pas de grande production, pas de foule, juste nous 5. Il a dit que ce n'était pas pour rattraper Noël, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte d'entrée. C'était mon frère. Debout là en jean et sweat à capuche, sans avertissement, sans texto. Il avait l'air épuisé. Dans ses mains, il tenait 2 cadeaux emballés, l'un avec « Léa » écrit en lettres capitales soignées, l'autre avec « Chloé » et un autocollant de cœur scintillant sur l'étiquette. Il m'a regardé et a dit « J'ai été un idiot. J'ai suivi l'exemple de maman et papa parce que c'était plus facile, mais ce n'était pas juste. Je suis désolé. Je ne l'ai pas invité à entrer tout de suite. J'ai juste laissé le silence peser entre nous 1 seconde. Puis Léa a jeté un coup d'œil, l'a vu et s'est figé. Il s'est agenouillé, lui a tendu son cadeau et a dit « Tu m'as manqué, ma puce. » Elle l'a pris, et juste comme ça, quelque chose de petit, mais de réel, a commencé à changer. C'était enfin eux qui essayaient de revenir.
Le réveillon du Nouvel An est arrivé avant que j'aie complètement décidé ce que j'allais faire. Je ne m'étais pas engagé à y aller. Je n'avais pas du tout répondu à l'invitation. Mais Léa n'arrêtait pas de faire et défaire un petit sac avec ses livres préférés, et Chloé m'a fait promettre que si nous y allions, elle pourrait porter ses chaussures à paillettes. Aucune des deux ne l'a dit à voix haute, mais je savais qu'elle voulait y aller. Elle voulait voir si les choses pouvaient vraiment être différentes. Alors, juste après 16 heures, je suis monté en voiture avec elle et j'ai conduit. Les routes étaient calmes. La neige n'avait pas tenu, juste des plaques de neige fondues grises ici et là. J'avais la poitrine serrée pendant tout le trajet. Pas de colère, plus maintenant. Juste un étrange mélange d'anxiété et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mais qui ne l'était pas encore tout à fait. Quand nous nous sommes garés devant la maison de mes parents, j'ai failli ne pas la reconnaître. Pas de décoration de Noël, pas de bonshommes de neige gonflable, pas de Porsche de style Pinterest, juste une simple couronne verte sur la porte et la lumière du Porsche déjà allumée. Mes parents se tenaient sur le seuil, sans sourire, sans poser, juste en attendant. Ils ne se sont pas précipités pour nous serrer dans leurs bras. Ils n'ont pas agi comme si tout allait bien. Ma mère a fait un petit signe de la main aux filles. Mon père s'est écarté pour nous laisser entrer. Et pour une fois, ce n'était pas une performance. C'était silencieux. À l'intérieur, la maison avait l'air différente. Il n'y avait pas de chaises supplémentaires, pas de plateau d'amuse-gueule, pas de pile de cadeaux assortis, juste une table à manger propre mise pour 5 personnes. Pas 21. Pas de cousins, pas de distraction, juste nous. J'ai tout de suite remarqué que les seules décorations encore en place étaient les vieux ornements des filles sur le sapin, la pomme de pin à paillettes de Léa de première année, le bonhomme de neige en mousse tordue de Chloé avec un œil manquant. Tout le reste avait disparu. Dans la cuisine, mon frère rinçait la vaisselle comme s'il avait quelque chose à prouver. Il n'y avait pas de photographe, pas de musique, pas de script, juste le cliquetis des assiettes et une faible odeur de quelque chose qui cuisait. Les filles ont hésité, puis ont erré dans le salon. Sur leurs chaises se trouvaient 2 petites boîtes emballées. Pas de pile de cadeaux surdimensionnés, pas de faux sourires, juste une attention silencieuse. Chloé a ouvert la sienne et a eu le souffle coupé. C'était un collier avec son nom dessus. Léa a reçu un petit journal relié en cuir et un ensemble de stylos assortis. Les 2 cadeaux avaient des étiquettes écrites de la main de ma mère. Nous nous sommes assis à table. Au début, c'était silencieux, à l'exception des fourchettes qui grattaient les assiettes et des verres qui se remplissaient. Puis ma mère a parlé. Avant toute chose, nous voulons dire cela correctement. Nous avons eu tort. Elle n'avait pas l'air d'avoir répété. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a dit qu'ils avaient passé des années à me soumettre à des attentes qui n'avaient jamais été les miennes. Que mon indépendance les avait fait se sentir exclus, et au lieu de me demander comment j'allais, ils s'étaient convaincus que je n'avais besoin de personne. Ils avaient pris mon silence pour de la distance, mon autonomie pour de l'arrogance. Et quand il est devenu pratique de m'exclure, ils ne se sont pas arrêtés pour penser à ce que cela coûterait. Puis mon père a parlé, et ce qu'il a dit m'est resté. Je ne savais pas comment être fier de toi sans avoir l'impression de me mentir à moi-même. Mais quand j'ai lu ce que Léa a écrit, il a fait une pause. Ça m'a brisé. Nous lui manquons. Et nous ne méritons pas cet amour après la façon dont nous avons agi. Mais je donnerais n'importe quoi pour le mériter. Il a regardé Chloé, puis Léa, puis moi. Et toi? Je sais que nous t'avons laissé tout porter. Et tu l'as fait, silencieusement. Nous ne t'avons jamais demandé comment tu allais. Nous avons juste continué à recevoir. Et quand tu as arrêté, le silence était assourdissant. Je me suis adossé. Je ne m'attendais pas à un tel niveau d'honnêteté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent si loin. Alors j'ai posé une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a des années? Ma mère n'a pas bronché. Parce que cette fois, tu es vraiment parti. Et ça nous a forcé à voir à quel point nous comptions sur ta présence. Pas ton argent, pas ton aide. Et les filles. Sans vous, la maison semblait pleine de décorations, mais complètement vide. Ce n'était pas dramatique. Personne n'a pleuré. Ce n'était pas un moment digne d'un film à l'eau de rose, mais c'était réel. Après le dîner, nous nous sommes tous assis et avons regardé un film idiot que Léa avait choisi. Chloé s'est endormie, enroulée dans une couverture sur le sol. À minuit, quand nous sommes sortis pour regarder les feux d'artifice du quartier,
les filles étaient emmitouflées dans des manteaux, sirotant du chocolat chaud. Mon père m'a apporté une couverture supplémentaire sans rien dire. Ma mère a tendu un cierge magique à Léa et lui a dit d'écrire son nom dans les airs. Puis mon frère s'est tourné vers moi, les mains au fond des poches de sa veste, et a dit doucement, « Ça ne répare pas tout, mais je suis content que tu ne nous aies pas laissé nous en tirer si facilement. » J'ai hoché la tête, non pas parce que je leur pardonnais complètement, mais parce qu'il avait raison, et il le savait. Alors que les feux d'artifice éclataient et illuminaient le ciel, Léa s'est penchée vers moi et a chuchoté, « On dirait un vrai Noël. » Juste en retard, non? Ouais. Juste un peu en retard. Le lendemain matin, jour de l'an, je me suis réveillé sur le canapé de mes parents. Les filles dormaient encore sur le canapé-lit, emmêlées dans les couvertures et les oreillers, toutes les deux souriant dans leur sommeil comme si quelque chose s'était apaisé en elles. Mon père était déjà dans la cuisine en train de faire du café, fredonnant quelque chose de faux, et ma mère avait laissé une couverture pliée sur mes jambes sans dire un mot. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de conversation gênante le lendemain matin, juste la paix, comme si tout le monde savait qu'il ne fallait pas la gâcher. Plus tard dans l'après-midi, quelques parents ont commencé à arriver. Apparemment, il y avait une tradition annuelle de déjeuner tardif le jour de l'an qu'il n'avait jamais manqué, quelque chose auquel je n'avais pas été invité depuis des années. Je pensais que ce serait le spectacle habituel, nourriture, faux rire, petites conversations et beaucoup de chuchotements dans le dos. Mais cette fois, c'était différent. Je suis resté silencieuse au début, observant surtout. Chloé est restée près de ma mère, qui était soudainement redevenue sa personne préférée. Et Léa montrait son nouveau journal à la fille de ma cousine comme si c'était une carte au trésor. Je me tenais près de l'évier, ne sachant même pas si je devais être là. C'est là que quelqu'un l'a dit. Mon cousin Jérémy, toujours le plus bruyant, celui qui faisait des blagues déplacées et ne savait jamais quand se taire, est entré dans la cuisine, m'a vu et a dit, « Eh, tu n'étais pas invité à Noël, toi ?» Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ma tante a fait tomber une cuillère. Je me suis figé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon père est intervenu. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de discours. Il s'est simplement tourné vers tout le monde et a dit, « Isabelle et les filles n'étaient pas là parce que nous avons fait une erreur. Une erreur vraiment stupide. Et nous le regrettons. » On pouvait sentir le choc s'installer dans la pièce. Personne n'avait jamais entendu mon père admettre quelque chose comme ça. Jamais. Ma mère a ajouté, « Nous pensions prendre une décision pour la famille, mais en réalité, nous ne faisions que lui faire du mal. » Et c'était tout. Ils n'ont pas essayé de déformer les faits. Ils ne m'ont pas regardé pour adoucir le coup. Ils ont assumé le poids et l'ont porté. Toute l'ambiance de la pièce a changé après ça. La femme de mon frère est venue me voir plus tard et s'est excusée de ne rien avoir dit plus tôt. Elle a dit qu'elle avait senti que c'était mal, mais qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Elle m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était sincère. Une de mes jeunes cousines a demandé à Léa si elle voulait l'aider à décorer des cupcakes. Chloé a été invitée à faire un puzzle dans le salon avec des enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 2 ans. Personne n'a agi comme si c'était normal. Ils ont agi comme si ça comptait. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai défait nos affaires lentement. Les filles parlaient encore des feux d'artifice, des cupcakes, du cierge magique avec lequel Léa avait brûlé sa moufle. Personne n'a mentionné Noël, mais cela flottait dans l'air comme un souvenir que nous n'étions pas tout à fait prêts à classer. Vers 21h, j'ai reçu un message de ma mère. Juste une ligne. Nous avons emballé les cadeaux de Noël. Ils sont à toi quand tu les voudras. Je l'ai fixé 1 minute, puis j'ai répondu, les filles ont eu ce dont elles avaient besoin. Et moi aussi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de n'avoir rien à expliquer. Plus besoin de me défendre. Plus besoin de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Ils ont tout gâché. Je suis parti. Et quand ils ont vraiment ressenti ce que cela signifiait, ils sont revenus. Non pas avec des excuses, mais avec un changement. Léa est entrée dans ma chambre un peu plus tard, tenant son journal. Elle a dit qu'elle écrivait sur le Nouvel An mais ne savait pas comment terminer. Je lui ai demandé ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent. Elle a dit que ça commençait de manière un peu triste, mais que c'était ensuite devenu quelque chose de bien. Comme si ça avait changé à mi-parcours. Je lui ai dit que c'était peut-être ça, la fin. Que parfois, les bonnes choses arrivent tard, mais qu'elles comptent quand même.
Et je le pensais.